aura un marché à plusieurs vitesses. Je suis assez convaincu qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Il y a aujourd'hui trop de crypto. Aujourd'hui, je reçois Thibaut Boutroux, le cofondateur de Meria, l'une des plateformes crypto les plus respectées d'Europe. Un entrepreneur qui a choisi la transparence et la rigueur dans un univers où beaucoup préfèrent la hype à la solidité. On n'a pas le droit de toucher l'argent des gens. Tu vois, l'argent des clients est sur la plateforme, nous on la conserve pour eux, mais on n'a pas le droit de prendre des positions pour eux, on n'a pas le droit de couper des positions, etc. Avant de fonder Meria, il a vu passer les bull runs, les crashs, les promesses de la DeFi et les régulations qui s'installent. Aujourd'hui, il partage ce qu'il a appris de 10 ans de construction dans la crypto réelle, loin du bruit, loin des paris, proche de la vision. Dans cet épisode, on parle de l'avenir de la gestion d'actifs digitaux, de la tokenisation du monde réel, de la place des institutions dans la finance décentralisée et surtout de ce qu'il faut bâtir aujourd'hui pour que l'écosystème tienne demain. De plus en plus de gens s'intéressent aux cryptos et cette courbe elle ne fait que croître. On est entouré de gens qui sont dans cet écosystème-là. Mais en fait, si tu sors un petit peu, en réalité, les gens ne savent pas en fait ce que c'est et ne comprennent toujours pas bien. Un échange sincère, dense, parfois technique, mais toujours visionnaire. Thibaut Boutroux, Meria, la crypto, la vision long terme. Bienvenue dans un nouvel épisode de Smart Talks, le podcast des investisseurs qui construisent avant les autres. Thibaut, déjà, je suis très content de t'accueillir dans Smart Talk. C'est un vrai plaisir de t'avoir. Déjà, on a réussi à avoir un contact ensemble de façon très fluide, très naturelle. Et je te remercie aussi pour de t'être déplacé jusqu'ici. Bah écoute, Thibaut, avec plaisir. Thibaut, on va revenir un petit peu sur ton histoire. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet et parler directement d'investissement, on va parler de Meria, on va parler de ton parcours. Mais avant tout, j'ai ouï dire que il fut un temps, quand tu as démarré tes investissements, tu es passé de 0 à beaucoup trop, même assez rapidement. Puis à nouveau 0, donc de 0 à plus de 100 000 euros. Et ensuite, tu es vite retombé. Ouais. Comment on peut arriver, enfin, comment ça se passe quand on vit quelque chose comme ça déjà ? La dure vie alors déjà, là, on ne se rend pas vraiment compte, hein, ça va tellement vite, mais c'est la dure vie des cycles crypto, en tout cas des cycles crypto comme ils étaient à l'époque, et notamment celui-ci. Moi, j'ai commencé dans le cycle crypto de 2017, où en fait, on commence 2016-2017 avec des cryptos qui étaient à des prix très bas, une envolée qui est spectaculaire sur quelques mois fin 2017 et une chute qui est tout aussi spectaculaire et encore plus rapide début 2018. Et en fait, là, toi, tu sais pas vraiment comment ça marche. Tu es nouveau dans le secteur. Tu n'as évidemment pas pris de bénéfices. À cette époque, il n'y a même pas trop de stablecoin en plus, tu vois. Donc, en plus, c'est d'autant plus compliqué de sécuriser. Et donc, forcément, tu as un portefeuille qui monte très haut et qui redescend aussi vite plus bas. Et puis là, leçon d'humilité, tu te dis, OK, faut retourner au travail. La chance qu'on avait, c'est justement, par contre, qu'on avait on avait la boîte qui tournait bien et on était focalisé sur le travail, donc du coup l'impact est quand même plus réduit, mais ça t'apprend après à mieux appréhender, même si tu te rends compte que même après avec les années d'expérience sur ce marché-là, des fois tu te fais quand même avoir encore par certains biais qui persistent et qui sont quand même durs à effacer. Hein. On parle de se faire voir là, j'ai l'impression quelque chose de très très chaud qui s'est passé peut-être il y a encore cette nuit. C'est vrai, c'est vrai qu'on tourne dans un timing particulier, donc on est quelle date ? J'ai pas la date sur moi, on est quoi ? On est le 11 octobre. 11 octobre ? 11 octobre, ouais, donc pensez à tous les crypto boys qui ont passé une nuit j'imagine difficile. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu vraiment une déferlance aussi forte, donc ça a fait du nettoyage, mais ouais, ça fait un peu mal. Alors après, justement, tu vois, par rapport à ce qu'on disait en préambule, plus tu avances dans l'écosystème, plus ton portefeuille est orienté aussi différemment. Généralement, plus tu avances, plus ton portefeuille se reconcentre aussi sur Bitcoin, et donc naturellement Bitcoin subit un peu moins quand même s'il a corrigé, il rebondit beaucoup plus vite, et vu que tu raisonnes aussi différemment et beaucoup plus sur du long terme, et tu es un petit peu moins impacté par ces choses-là. Psychologiquement, ça te travaille un peu moins, tu as appris à mieux gérer toutes ces choses-là, donc le ressenti est différent. Mais pour autant, c'est quand même des nuits où tu restes éveillé tard pour regarder ce qui se passe et t'espères qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Tu as parlé d'un truc intéressant, est-ce que tu penses que c'est quand ton portefeuille grossit que tu commences à regarder différemment, ou est-ce que c'est aussi une question de maturité, d'âge ? Est-ce que c'est un tout ? Ouais, je pense que c'est un mélange de tout. C'est quand même beaucoup une question d'expérience et de maturité, pas forcément d'âge, parce que si tu démarres tard, la première fois entre guillemets sur ce marché-là spécifiquement, c'est toujours tu vas faire forcément des erreurs, et c'est plus avec la longueur où tu apprends comment se connaît
comment fonctionne ce marché, tu prends les premières claques et tu fais en sorte de plus les prendre, la fois d'après. Mais c'est vraiment une question de... et après, il y a aussi une question de personnalité. Certains sont plus ou moins sensibles à ces choses-là, le montrent plus ou moins. Mais voilà, il faut apprendre à faire avec si tu veux exister dans cet écosystème. Trop bien. Toi qui es bien placé, mine de rien, parce qu'on va revenir un peu sur ton parcours et sur ton expérience, mais toi qui es aujourd'hui bien placé dans cet écosystème, peut-être même un des mieux placés en France dans l'écosystème crypto, concrètement, ce qui s'est passé la nuit dernière, est-ce que tu l'as vu venir? Non, là pour le coup d'ailleurs c'était assez marrant parce que le premier réflexe c'est marrant quand il y a quelque chose comme ça, donc forcément tu as les notifications qui commencent à fuser, tu as plein de messages qui arrivent sur ton WhatsApp, sur ton Telegram, etc. Donc tu dis ok, qu'est-ce qui se passe? Et tu regardes et c'est assez drôle que en vrai au départ personne ne savait vraiment d'où ça venait et après il y a la news qui est sortie. Donc ça c'est vraiment c'est typiquement des phénomènes qui sont extérieurs, qui sont quand même impossibles. Et c'est pour ça d'ailleurs moi que je déconseille toujours notamment aux nouveaux entrants tout ce qui est autour du trading et notamment actif, tout ce qui va être le levier, etc. sur des plateformes parce que typiquement tu peux avoir la meilleure lecture graphique qui soit, la meilleure lecture technique qui soit. Ça, c'est des choses que tu ne pourras pas avoir sur une charte. Et sur la crypto, qui est un marché qui est encore très sensible quand même à ce genre de choses, forcément, quand tu te retrouves dans des positions comme ça, directement, ça fait de la liquidation. Et c'est là où tu encaisses le plus de dégâts. Et on ne se rend pas compte quand on commence un portefeuille, ça met du temps à se construire. Par contre, sur de la crypto, ça peut vraiment... tu peux effacer ta performance en quelques heures, en quelques jours sur un mouvement comme ça. Donc, il faut apprendre à être prudent, apprendre à se sécuriser. Et ça, généralement, tu le sais une fois que tu t'es fait avoir une fois ou deux. Quoi. Au moins. Au moins. Parce qu'on s'est fait avoir des tonnes de fois. En plus, moi, quand j'ai démarré la crypto, c'était à peu près en 2020. Donc début 2020, et tu sais, après, tu as eu la hype aussi de tout ce qui était robot de trading, comment ça s'appelle aussi, les play to earn. Enfin, c'était vraiment incroyable la tonne de choses qu'il y avait. Voilà, on connaît maintenant les meme coins qui sont en train d'être la nouvelle tendance. Mais bon, les meme coins, c'est vraiment... c'est pas aussi vicieux que ce qu'on a vécu avant, j'ai l'impression, parce que c'est vraiment, on le sait. Genre les meme coins, on le sait, ils ont un nom déjà qui est défini. C'est vrai que c'est un peu plus affiché. Voilà, c'est vraiment, tu y vas, tu le sais. Nous avant, c'était vraiment, on avait des solutions, on avait l'impression que c'était des solutions miracles qui venaient sauver le monde limite, où tu avais trouvé le truc pour changer ta vie et au final, tu te fais avoir. De toute façon, il y a une succession de narratifs sur cet écosystème qui amène beaucoup de liquidités, qui amène beaucoup de spéculation et c'est là où il y a des grands gagnants et des grands perdants. Donc il faut apprendre à surfer un peu ces narratifs-là pour faire grossir le portefeuille et il faut apprendre à pas être trop gourmand, il faut avoir des plans de sortie. Il y a certains actifs sur lesquels tu peux te permettre d'avoir des plans à beaucoup plus long terme. Il y en a d'autres, il faut accepter que ça, si à un moment donné ça paye fort, même si tu y crois, c'est pas inintéressant de sécuriser parce que quand tu arrives à faire des performances sur du court terme, que tu crois ou pas, tu sais que généralement quand il y a une hausse qui est violente, il va forcément à un moment donné avoir une respiration ou d'autres gens qui vont prendre des bénéfices. Donc sécurise-toi, tu pourras potentiellement rentrer si le projet reste, tu pourras rentrer sur un point plus bas un peu plus tard. Donc il faut apprendre à composer avec tout ça. Et après, ce qui est délicat quand tu avances par contre, c'est que tu as aussi un peu, notamment quand tu avances comme dans ma direction où tu développes une entreprise en parallèle, tu passes aussi beaucoup de temps sur la gestion de l'entreprise et donc forcément tout ce temps-là, c'est du temps que tu passes aussi en moins sur la gestion de ton propre portefeuille. Donc tu dois aussi accepter parfois de laisser passer certaines opportunités qui impliquent pour les saisir pleinement d'y consacrer du temps ou autre. Donc faut vraiment trouver cette balance qui est pas évidente à trouver, qui est parfois frustrante parce que parfois tu vois passer des choses et tu les vois un petit peu tard ou en tout cas tu l'as vu passer, on en a parlé mais t'as pas pris les 10 minutes ou l'heure qu'il fallait pour pouvoir t'y mettre et du coup après tu vois le truc décoller sans toi et donc il y a cette frustration de dire putain je suis dedans, je le savais, je l'ai vu et j'ai pas pris le temps d'eux. Donc c'est vraiment il y a quand même pas de secret et pas de miracle. Il y a des gens qui ont de la chance, tu peux avoir des coups de chance, quand c'est des coups de chance, il faut avoir conscience que c'est de la chance, mais la réalité c'est que mine de rien les bons coups, ou en tout cas la régularité que tu peux faire sur des bons coups, ça se fait quand même avec de la rigueur, avec de l'implication. Il faut quand même passer du temps sur cet écosystème pour être capable de déceler les bonnes opportunités. Et du coup,
là, ça me fait poser une question qui est fondamentale, c'est qu'est-ce que je fais alors? Parce que moi, je suis dans le même cas que toi, par exemple. C'est qu'à un moment donné, on recommande beaucoup de belles choses aux personnes. On les suit mieux qu'on se suit nous-mêmes. C'est comment on dit l'expression, les cordonniers, c'est les moins bien chaussés. Les moins bien chaussés. Mais c'est presque une réalité. C'est presque une réalité, mais qu'est-ce que je fais alors? Parce qu'au final, en fait, pour moi, est-ce que j'attends que ça paye ou est-ce que je me focus sur mon boulot? En fait, c'est ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas une réponse universelle à ça, parce que forcément, c'est différent en fonction de tous les profils. Mais si... pour moi, un cas type qui fonctionne assez bien, c'est de se dire, OK, j'ai pas beaucoup de temps à accorder à cet écosystème. Bah, si tu n'as pas beaucoup de temps, déjà, quoi qu'il arrive, ton portefeuille, il doit être majoritairement orienté sur Bitcoin, peut-être sur Ether et quelques autres capitalisations. Mais voilà, c'est ça. Et si tu n'as pas beaucoup de temps, il faut accepter aussi que tu peux pas faire les mêmes performances que ceux qui y passent leur journée. Tu vois, c'est de la même manière que si tu achètes un bien immobilier, tu peux pas t'attendre à faire les mêmes coups que l'agent immobilier du coin qui travaille sur ce secteur depuis 20 ans. Il va forcément déceler des meilleures opportunités, il va forcément avoir une meilleure lecture du marché que toi. C'est normal. Dans la crypto, c'est pareil. Forcément, celui qui passe 10 heures par jour sur ce sujet, il va forcément saisir mieux certaines opportunités. Il va forcément déceler des narratives et peut-être des tokens un peu plus tôt que toi, et c'est normal. Donc si tu n'as pas beaucoup de temps à consacrer, concentre-toi plutôt sur ce qu'il y a de plus gros et entre guillemets de plus sûr, et vois-le comme une diversification. Et par contre, si tu as un peu de temps à consacrer, tu prends une partie plus raisonnable de ton portefeuille, et là amuse-toi, bidouille, essaye des trucs, cherche, creuse, regarde les nouvelles tendances, les nouveaux protocoles, et teste les trucs. Ça fait partie alors je sais pas si elle sera diffusée ou pas, mais de la conférence que faisait Owen tout à l'heure au Crypto Tour. C'était justement de dire on est quand même dans un écosystème où il y a beaucoup d'opportunités, et si on passe un petit peu de temps à creuser, à bitouiller, c'est ça qui est récompensé, parce qu'il y a toute une mécanique de airdrop ou autre, donc des nouveaux tokens qui sont distribués aux gens qui participent. Et donc forcément, c'est là où, si tu pars de zéro, où tu peux vraiment te créer un portefeuille, parce que naturellement, même si j'ai beaucoup de conviction sur Bitcoin à long terme, on ne fera pas x10 en 2 ans. Tu vois, ça prendra, peut-être on fera x10, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Les performances qu'on a eues dans le passé, forcément, on a pris aussi plus de risques, ceux qui étaient là dans le passé. Donc ce risque a été récompensé. Pour beaucoup, d'ailleurs, il y en a beaucoup plus qui se sont cassés les dents que des gens qui ont performé. Mais donc aujourd'hui, dans la trend actuelle, si tu commences, l'idée c'est plutôt d'essayer de bidouiller, de participer, de comprendre ce qui se passe. Quoi qu'il arrive, même si tu n'es pas payé tout de suite, le fait de comprendre tout ce qui est en train de se passer t'ouvrira forcément des opportunités plus tard. Mais il faut accepter d'être patient aussi. C'est ça aussi la grande difficulté aujourd'hui, c'est que tout le monde veut gagner vite et très vite. Ouais. Et la réalité, c'est que ça ne marche toujours pas comme ça. Tu le confirmes, du coup, toi qui as beaucoup d'expérience. Ouais, ça veut pas dire que c'est pas possible. On peut faire des très bons coups sur. Il y a un facteur chance qui rentre en jeu aussi. Mais c'est ça, effectivement, il y a un facteur chance qui rentre en jeu, et il faut avoir conscience quand on gagne tout très vite qu'il y a souvent ce paramètre chance, et que c'est pas parce qu'on est un génie, on ne devient pas un génie. On n'a pas tout compris sur les cryptos en 3 jours, et même les plus grands, même ceux qui maîtrisent le truc, se font des fois casser les dents sur des trucs. Ce qui va changer, c'est que forcément, plus tu avances dans le temps, plus ton portefeuille il est important, plus tu vas pouvoir prendre des risques avec des sizes aussi importantes, parce que et donc plus forcément, si ça se passe bien, tu vas avoir un alpha, et plus tu vas aussi pouvoir faire des coups entre guillemets safe, en allant chercher moins de performance, mais du coup en récupérant des PNL qui sont plus importants. Et donc c'est ça, forcément aujourd'hui, celui qui est capable de jouer 1 million et de sortir à 5%, mais en fait il va prendre déjà quelque chose d'intéressant. Et s'il réplique ça, forcément il n'a pas besoin d'aller chercher un x2 ou un x3 comme ce qui est cherché sur des plus petits portefeuilles. Donc, l'argent attire l'argent plus facilement. Forcément. Logique, hein. Forcément. C'est du bon sens. En parlant aussi un peu de facteur chance, je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance aussi, mais je vais utiliser ce terme-là. Sur ton chemin, tu as croisé une personne avec qui vous avez fondé quelque chose d'extraordinaire, un très bel écosystème. Tu as croisé Owen. Comment s'est fait cette rencontre ? Comment vous avez décidé de monter Meria ?
Raconte-nous un petit peu l'histoire. Ça s'est fait un peu par hasard. En fait, moi, j'étais à ce moment-là en études et je faisais un stage dans un incubateur de start-up à Metz. Dans cet incubateur, il y avait une société qui s'appelle Vivoca, qui est la société du frère d'Owen. Owen venait régulièrement voir son frère. Il a fait un stage aussi chez son frère. On s'est rencontrés à ce moment-là. On est de la même génération. On était on avait le bureau à côté dans un coworking. Et puis, on a commencé à discuter, à sympathiser. Il venait de découvrir la crypto, il commençait déjà à en parler avec beaucoup d'engouement. Tout de suite, ça l'a un peu titillé. Moi, ça remonte à 2016. On est fin 2015, début 2016. On est dans ces ordres de grandeur là. Moi, j'en avais déjà entendu parler avant parce qu'avec l'incubateur, on avait suivi un projet, mais qui était très technique et donc n'étant pas tech, j'avais pas saisi vraiment le sujet correctement. Mais du coup, ça me donne envie de regarder un petit peu plus. Et puis de fil en aiguille, lui, il ouvre la chaîne YouTube, il commence à en parler. Et puis il décide. En fait, il a cette idée sur YouTube de monter à l'époque ce qui était Just Mining. Et quand il monte l'entreprise, donc il y a son frère qui lui file un coup de main pour la faisabilité technique, parce que son frère était un techos. Et puis il appelle son meilleur ami d'enfance qui s'appelle Laurent. Pour lui dire je vais monter ça, t'es chaud. Et puis il vient me voir en me disant écoute, on va monter ça, est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai dit en vrai vas-y, pourquoi pas. Et en fait ça s'est fait comme ça, donc un petit peu par hasard, pas prédestiné à ça si tu veux. Et puis voilà, la chance d'être quand même sur entre guillemets au bon endroit au moment, puisque le projet est né fin 2016, il se transforme en entreprise début 2017. Le cabis il est posé en mai, tu vois. On livre les premières machines en septembre 2017 et donc il y a tout de suite après un cycle haussier qui nous met sous les projecteurs, qui nous amène assez vite aussi à la rentabilité. Donc quand tu montes une entreprise et que tu arrives à être rentable assez tôt, forcément c'est aussi un peu plus simple pour voir la suite. Et donc voilà, donc ça s'est super bien passé aussi humainement, parce qu'en la réalité c'est que avant on se connaissait pas spécialement, et ça j'ai vu beaucoup de gens brillants mais qui les boîtes n'ont pas marché parce qu'à un moment donné divergence entre associés, ou parce qu'à un moment donné tu as des objectifs de vie qui peuvent être différents. Pour le coup nous maintenant ça fait presque 10 ans et on est toujours le fait d'être sur la même génération aussi, on avance à peu près au même rythme de vie entre guillemets, donc ça se passe très bien. Le fait d'avoir commencé très tôt et entre guillemets de rien, en fait on s'est vu aussi évoluer, on se connaît aussi assez bien, et donc on peut aussi se parler sincèrement, et on sait qu'il n'y a pas de tu vois, il y a pas d'intérêt, ou il n'y a pas de choses cachées derrière. Donc il y a un rapport de confiance entre nous trois, du coup avec Laurent également, qui fait qu'on peut se parler très ouvertement s'il y en a un qui dérive, et on sait que s'il y en a un, il fait un pic ou quoi, c'est pas juste pour piquer, ou s'il dit qu'il est pas d'accord, c'est pas juste pour dire qu'il est pas d'accord, c'est parce qu'il y a un vrai fondement. Et donc on a réussi à garder ça, qui est hyper naturel et hyper précieux, et qui fait que ça fonctionne aussi aujourd'hui. De toute façon, vous êtes presque des amis, j'imagine même. Ouais, bien sûr. Vous voyez, surtout aussi, puisque on a passé la majorité de notre temps ensemble maintenant, donc forcément, c'est un peu mieux. Mais c'est vrai, mais après, il y a aussi des gens avec qui tu as des affinités différentes, et c'est assez amusant d'ailleurs de voir qu'il y a des gens, tu vois, avec qui on travaille, qui sont des gens qui... j'adore travailler, la manière de travailler est hyper compatible avec la mienne, et pour autant qui seraient peut-être pas forcément des avis à côté, et inversement, il y a des gens que j'adore dans la vie, mais au boulot t'as envie de les défoncer, je sais pas si je pourrais travailler avec eux, tu vois. Donc, mais ça c'est normal aussi. C'est normal, c'est humain. On est tous comme ça. Et maintenant, du coup, Just Mining s'est transformé en Meria. C'est ça. Pour quelle raison d'ailleurs ce changement de nom? C'est un branding. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Donc du coup, Just Mining 2017, début de l'entreprise. Donc l'idée, c'était vraiment de faire du mining, de rendre le mining accessible à tous. On vendait des machines de minage qu'on assemblait chez nous, qu'on envoyait chez les particuliers. Il y avait juste à brancher Internet au courant, et puis tu avais un dashboard et tu récupérais tes cryptos que tu pouvais ensuite échanger et revendre contre des euros. Ça, c'était vraiment le postulat de départ. C'était une super opportunité en plus pour l'époque. Qui était top. À ce moment-là, effectivement, c'était hyper rentable. Il y avait
personnes qui le faisaient aussi. Aujourd'hui, c'est assez facile à monter, mais à l'époque, il n'y avait pas de tutoriel, etc. Et pour les gens, c'était quand même un peu une tannée à monter si tu n'avais pas un minimum de compétences techniques. Donc, ça répondait à un vrai besoin. Après, le marché a évolué. Les composants sont devenus plus chers. L'électricité est très chère en France. Donc, c'est devenu moins rentable. Nous, au fur et à mesure, la plateforme, au fur et à mesure de l'évolution, elle avait aussi évolué pour les besoins des gens. Donc, on avait commencé à proposer de l'achat, de la vente, de l'échange, etc. Puis après, d'autres mécanismes qu'on appelle techniquement des masternodes, qui sont en fait des autres manières de générer du rendement sur les cryptos. Et puis, on s'est progressivement spécialisé là-dedans. Et à un moment donné, on a pris un pivot complet où en fait, le mining... pour les particuliers, ça ne se faisait plus du tout. Le mining, c'était vraiment quelque chose d'industriel qui ne se faisait pas en France, qui se faisait généralement à l'étranger. On n'était pas forcément câblé pour ça et ce n'est pas forcément ce qui nous intéressait. Donc, on a pris totalement la dimension plateforme d'investissement avec l'idée d'être à la fois une porte d'entrée et en même temps de proposer des produits complexes aux gens. Donc, ce qu'on appelait à l'époque les masternodes, donc ce qui est l'évolution du masternode, c'est tout ce qui est autour du staking, tout ce qui permet de générer des rendements sur tes cryptos, avec ce qui est arrivé après avec la DeFi, etc. Et donc l'idée, c'était de trouver ces opportunités-là, de les mettre à disposition de nos utilisateurs sur une plateforme qui se voulait la plus simple possible. La régulation est arrivée après, donc ça nous a permis à la fois de structurer mieux certains projets, à la fois au fil du temps, de se priver de certaines opportunités aussi, parce qu'il y a des choses que tu peux moins faire aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, Meria, en fait, c'est deux choses. C'est à la fois une plateforme d'investissement à destination des particuliers et des pros qui veulent investir, à la fois en tant que porte d'entrée, c'est-à-dire que monsieur, madame, tout le monde qui veut investir ses premiers euros sur de la crypto, il va pouvoir trouver tout ce qu'il faut sur Meria avec une expérience simplifiée, avec toutes les features qui vont pour pouvoir faire de l'achat, de la vente. Il va pouvoir retirer en crypto, retirer en euros sur un compte bancaire, donc tout ce que tu vas trouver, un dashboard simplifié, etc. À la fois une expérience un peu plus avancés avec une expérience de gestion pilotée, donc là pour des plus gros portefeuilles qui veulent saisir la crypto mais qui n'ont pas forcément le temps de s'y consacrer. Donc là c'est à partir de 30 000 euros, on s'adresse à une cible un peu différente, typiquement du chef d'entreprise ou autre qui veut avoir une ligne crypto dans sa diversification patrimoniale. Donc ça c'est intéressant et là nous on gère l'intégralité du portefeuille pour lui. Et puis on est resté nous très proche de la tech, c'est-à-dire que derrière l'ADN, c'est que nous, on est ce qu'on appelle des stacking providers, donc on valide des blocs sur la blockchain, sur des blockchains en proof of stake, et donc ça, on le fait de manière décentralisée, ce qui fait que si tu n'as pas aujourd'hui un Ledger, un MetaMask ou autre, tu peux venir directement te connecter à nos validateurs pour aller faire du rendement on-chain en gardant ton propre portefeuille. Et en fait, ça, c'est des produits que nous, on met à disposition aussi de nos utilisateurs sur la plateforme. Donc, en donnant en fait, aux utilisateurs sur la plateforme la possibilité de faire du rendement, mais en maîtrisant toute la chaîne, ce qui nous permet aussi d'avoir moins d'intermédiaires, d'avoir une meilleure maîtrise des coûts et surtout de toujours bien comprendre ce qui se passe dans cet écosystème. Tu vois, l'idée, c'était vraiment nous de rester proche de la tech pour bien comprendre comment ça évoluait, pour comprendre c'était quoi les nouvelles narratives qui émergeaient. Et ça, il n'y a rien de tel que d'avoir les mains dans la tech pour pouvoir le comprendre, d'être proche de l'écosystème. Parce que si tu prenais la direction que d'autres ont pris, un peu plus corporate, un peu plus positionnement crypto-banque, ça ouvre d'autres portes, mais c'est vrai que ça te ferme un peu d'une partie du marché et forcément ça enlève un peu de ta compréhension de ce que tu peux faire sur ce marché. Donc nous, on considérait que stratégiquement c'était important de garder cette compétence technique interne et donc c'est le positionnement qu'on a choisi qui est parfois un peu compliqué à faire comprendre, comme on fait pas mal de choses et en termes de lisibilité, c'est parfois pas évident à le matérialiser pour l'utilisateur. On est en train de faire un gros travail sur ça, mais en gros c'est aujourd'hui le spectre qu'on couvre, il est assez large, quoi. Incroyable, trop bien. Je reviens sur un point qui est assez intéressant. Pour les chefs d'entreprise, par exemple, tu as évoqué, ou des personnes qui ont un patrimoine qui est beaucoup plus intéressant que la norme, entre guillemets, qui veulent investir beaucoup plus gros. Vous gérez pour eux, aujourd'hui, comment ça se passe cette gestion-là ? C'est-à-dire qu'il y a une délégation complète, ils vous reversent les fonds comme un fonds de gestion. Est-ce que c'est plutôt, vous avez leur compte ? Enfin, voilà, comment ça se fait ? Et surtout, quels sont les rendements à peu près, je pense, d'année en année ? Est-ce que vous avez fait des statistiques approximatives ? Tout à fait. Alors en fait, déjà, pour contextualiser, ça n'était pas quelque chose qu'on avait vocation à faire. Ça s'est fait en fait assez naturellement. Et encore une fois, comme beaucoup de choses qu'on a fait, c'est venu d'une demande de nos utilisateurs. En fait, au cycle de 2021, on a des gens qui ont gagné vraiment beaucoup d'argent et qui, certains, nous, à ce moment-là,
on n'a pas le droit de toucher l'argent des gens. Tu vois, l'argent des clients est sur la plateforme, nous on la conserve pour eux, mais on n'a pas le droit de prendre des positions pour eux, on n'a pas le droit de couper des positions, etc. Et donc on a le droit de faire plus ou moins des recommandations, c'est-à-dire que si j'ai un client qui va faire x10 sur les cryptos, comme c'était le cas à l'époque, ou même plus, tu vois, on a des clients qui ont fait à l'époque des tokens comme Matic, qu'on avait listé à genre 2 centimes, il était monté à plus de $2 pendant le cycle de 2021, EGLD qu'on avait listé à quelques dollars, qui était monté à $500, donc on a vraiment des clients qui ont fait des multiples qui sont indécents, et donc à un moment donné, et de notre responsabilité quand même de leur dire... Peut-être c'est pas stupide de prendre un peu de bénéfices. Et donc, il y en a certains qui entendent le message, d'autres pas. Et donc, on a forcément des clients qui ont très mal négocié le cycle, ce qu'on disait en début d'épisode. Ils montent très haut et puis forcément... Et donc là, forcément, naît une frustration chez ces clients-là qui ont commencé à venir voir en disant, écoute, voilà, je suis parti de X, je suis arrivé à Y, mais j'aurais pu faire tant, mais je ne sais pas gérer. Pour certains, vous m'aviez dit, ça aurait été... Est-ce que vous ne pouvez pas gérer le truc pour moi pour que je ne me fasse plus avoir de cette manière-là? Donc en fait, la demande, elle est venue comme ça. Donc au départ, ça a été quelques opérations comme ça pour certains très gros clients. Mais d'un point de vue réglementaire, comme on ne savait pas trop ce qu'on pouvait faire, on était vraiment très limité dans le champ. Et puis après, au fur et à mesure, on a structuré une offre de gestion qu'on a regardé avec nos conseils, avec le régulateur, si c'était compatible ou pas avec ce qu'on avait le droit de faire. Et puis donc, on a sorti du coup cette solution de mandat qui fonctionne globalement assez simplement. Hein. On a 3 profils de risque, équilibrés, prudent, dynamique. On gère tout de A à Z. Il n'y a pas de... La seule condition, c'est le montant de départ qui a 30 000 euros. Il n'y a pas de condition de blocage. Tu peux sortir quand tu veux. Si tu rentres le mois d'après, tu n'es pas content, tu veux sortir, tu peux sortir le mois d'après. Il y a une structure de frais qui est la même que sur des marchés traditionnels. Tu as des frais d'entrée et des frais de gestion et des frais de surperformance. Bien sûr. En gros, plus tu es sur un mandat dynamique, plus on va se permettre une exposition à des actifs globalement émergents, en sachant que quoi qu'il arrive, en tant qu'acteur régulier, on ne peut pas aller sur des micro-caps qui viennent de sortir, parce qu'il y a des problématiques de volume où on doit pouvoir exécuter un ordre. Donc à un moment donné, on est quand même... Il faut respecter certaines choses. Il faut respecter certaines choses, mais ça permet quand même de faire déjà pas mal de choses hyper intéressantes. Et puis le mandat prudent, où globalement, ça va rester quand même sur des grosses capitalisations. Donc, on va rester sur du top 10, top 15, peut-être un peu plus élargi, mais c'est assez rare, sur des petites proportions. Mais surtout, on va généralement arbitrer un peu mieux les points d'entrée, les points de sortie des utilisateurs, et surtout ça leur donne le confort de ne pas avoir besoin de se connecter tous les jours, même s'ils ont en temps réel, tu vois, il y a une énorme transparence sur ça. En temps réel, l'utilisateur, il peut avoir sur son dashboard l'intégralité des positions. Donc si même lui, à un moment donné, tu vois, il veut sortir, il peut sortir et répliquer la position. Il n'y a pas de problème. Enfin, c'est en connexion API, j'imagine. Enfin, c'est, en fait, c'est sur son compte Merrière. D'accord. Donc, c'est une autorisation qu'il donne. C'est ça. Finalement, en fait, à partir du moment où il passe en mandat, son compte, il est comme verrouillé. Donc lui, il a toujours la visibilité, mais juste, il ne peut plus exécuter d'opération. Ah, il ne peut plus exécuter. Non, c'est ça. Après, il peut avoir un sous-compte, c'est-à-dire qu'il peut avoir 2 poches, une poche en piloté et une poche en gestion libre. Donc si par exemple il veut avoir une petite partie pour s'amuser sur la plateforme et faire ce qu'il veut, ou des actifs qui ne rentrent pas forcément dans la stratégie, il peut le faire en parallèle. Donc voilà, donc ça fonctionne assez bien. Après voilà, en termes de performance, honnêtement, j'ai pas de chiffres en tête. Sur cette année, je sais qu'on a hyper bien performé sur le mandat prudent et sur le mandat équilibré. Parce que forcément on est sur une année où Bitcoin a largement surperformé le marché, et donc c'est sur ces 2 portefeuilles là où on avait les plus grosses poches de Bitcoin, là où sur le dynamique on va chercher plus d'alpha sur des alts ou autres, donc on est encore un petit peu un peu dans l'attente, donc on a une performance qui est par rapport au risque un peu moins sexy, mais qui peut être ravalé quoi. L'idée c'est ça, globalement sur le dynamique on n'est pas dans le x3 ou rien, tu vois, mais l'idée, les gens qui rentrent sur du dynamique, ils rentrent vraiment dans une optique de moi je veux aller chercher de la perf, ou alors tout perdre. Ou alors tu vois, c'est pas tout à fait ça, tu vois, mais c'est presque ça. Je veux dire, il vient pas pour faire 10% sur une année. C'est pas ça qui est recherché. Donc les positions sont prises en conséquence. Nous, avec notre activité de stacking aussi, ce qui est intéressant, c'est que on génère aussi un rendement supplémentaire, ce qui permet d'avoir un alpha en plus dans ta performance. Donc ça, sur du court terme, ça se voit pas, mais quand le client il reste en mandat sur les durées qu'on recommande, donc c'est des durées on recommande entre 2
2 et 5 ans, tu vois, pour que ça rentre, parce que nous, on n'est pas des traders. C'est ça. Nous, on prend des positions de conviction en fonction de certaines métriques fondamentales ou analytiques, mais qui ne sont pas juste de la lecture graphique, tu vois. Donc, on a des optimisations de points d'entrée, évidemment, mais on ne s'amuse pas à acheter le Bitcoin, l'acheter à 112 pour le revendre à 114, pour le racheter à... On n'est pas câblé pour ça. Nous, on a une compétence technique marché. On connaît cet écosystème, on sait comment il fonctionne, on a un petit peu d'expérience dessus. Ça nous permet d'aller voir un peu les narratives, ça nous permet de prendre des positions sur certains tokens émergents. Et c'est plus cet ADN-là et cette philosophie que nous, on vend. Donc, globalement, le mandat, tu ne le juges pas en 3 mois, tu le juges avec un petit peu plus de track record. Et globalement, si tu restes quelques années, normalement, ça se passe bien. Bien sûr. Oui, c'est de l'investissement, en fait. Il faut bien faire la différence entre le trading intensif. Parce qu'au final, on fait tous du trading. Encore une fois, le mot trading, c'est-à-dire acheter et vendre. Acheter et vendre, tout à fait. Les gens confondent beaucoup, un peu, on a l'impression. Mais c'est pas du daily trading. Mais c'est pas du daily, voilà. C'est pas du intensif. C'est pas du fréquence, c'est pas du algorithmique, c'est pas du automatisé. C'est de l'investissement, en fait, finalement, mais plus optimisé qu'une personne qui ferait que du DCA sur Bitcoin et qui ne chercherait pas à réfléchir plus. Et ça a le mérite d'avoir, en fait, des gens qui sont quand même... concentré en permanence sur les stratégies et sur le portefeuille. Là où toi, si tu es chef d'entreprise ou si tu n'as pas le temps, tu vas forcément pas pouvoir regarder tout le temps et ça te donne un confort. Et vraiment, ça s'inscrit dans... je dis une bêtise, mais tu as un patrimoine qui fait X. On se dit que aujourd'hui, si tu as la chance d'avoir un patrimoine assez large, c'est hyper cohérent et même nécessaire, à mon sens, d'avoir un peu de crypto. Soit tu achètes du Bitcoin, tu le mets sur un ledger et tu laisses dormir chez toi ou dans un coffre, soit tu veux un truc un peu plus optimisé. Et donc là, ce genre de solution s'y prête assez bien. Trop bien. J'ai envie de revenir sur toi directement. Allons-y. Déjà, tu es né dans une famille modeste, aisée, pas du tout. Et surtout, est-ce qu'on t'a inculqué finalement cette éducation financière ou c'est venu au fur et à mesure des coups que tu t'es mangé? Parce que c'est quand même assez intéressant de savoir... Non, écoute, famille, j'ai envie de dire normale. Modeste, classique. Ouais, j'ai envie de dire... modeste plus sans avoir de visibilité vraiment sur c'était quoi notre situation économique, tu vois, mais en tout cas ce que je peux dire c'est que jamais manqué de rien, tu vois. On a toujours été très bien, j'ai eu la chance de pouvoir partir en vacances et tout ça, tu vois, donc je pense plus, une enfance tu vois, classique en France, quoi. Ouais, exactement, classique France, peut-être un peu plus, mais en tout cas quoi qu'il arrive des parents qui nous sont toujours soutenus par contre dans tous nos projets, tu vois. Enfin, moi je viens d'une famille d'agriculteurs, donc la crypto c'est quand même assez éloigné, tu vois. On est vraiment sur la terre, le matériel et le totalement dématérialisé. Mais ils l'ont su tout de suite, ça. Il y a jamais ils l'ont su tout de suite, et puis en fait en plus au moment où ça se fait, moi pour la petite histoire, j'étais en études et j'étais sur le point de signer avec une université américaine pour avoir une bourse sportive pour aller jouer au foot là-bas. Donc, je devais partir à Miami. Donc à la base, mon histoire Just Mining, elle devait durer que 6 mois. Incroyable. C'est-à-dire qu'on a commencé en mai et en fait, moi je devais partir en janvier à Miami pour faire mes études et pour jouer au foot là-bas. Et au final, du coup, je suis jamais parti. Mais et donc, du coup, à Noël, j'aurais dit je pense que je vais pas partir, etc. Et tu vois, ils ont jamais ils ont dit ok, respecte, c'est ton choix, on y va. Il y avait aussi ce truc confortable de se dire en fait si ça se passe pas bien de toute manière je reprends les études, c'est ça, donc non, voilà. Sinon pas d'appétence particulière sur l'éducation financière. D'ailleurs je me considère pas spécialement comme un expert de la finance au sens large, tu vois. Autant je connais très bien mon marché qui est la crypto, autant il y a beaucoup de choses que je maîtrise beaucoup moins. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui se retransmet dans mon patrimoine. Mon patrimoine aujourd'hui, moi, il est majoritairement sur la crypto, mais parce que c'est ce que je maîtrise et ce que je comprends. Et je m'amuse pas à aller sur des classes d'actifs que je maîtrise moins, ou alors sur des proportions moindres, tu vois. Et en fait, exactement le même parallèle que si tu n'as pas du tout de temps accordé à la crypto, la part de ton patrimoine sur le sujet, elle doit être pondérée. Moi, j'adopte aussi cette approche-là envers les autres classes d'actifs, quoi. Ok. Ce qui pourrait être de l'immobilier pour certains et la crypto pour toi, et voilà, quoi. Ouais, donc forcément, t'en as un petit peu, surtout en France, parce que c'est un peu
le truc classique, quoi, de quand tu as la possibilité, surtout maintenant c'est un peu plus chiant d'avoir des prêts, mais il y a quelques années c'était encore hyper accessible avec des taux qui étaient hyper bas, donc forcément dès que j'ai eu mon premier salaire et que une situation plus ou moins confortable, j'ai pu acheter mon premier appart, etc. Et donc forcément tu commences comme ça se fait beaucoup en France finalement. Bien sûr, trop bien. Et du coup, donc pas de reçu d'éducation financière. Toi, quand tu gagnais tes salaires au début, tu les claquais directement. Comment tu t'es éduqué au fur et à mesure? Non, quand même pas, parce que déjà je suis pas spécialement un gambler, tu vois. Ouais. Après, j'aime bien les belles choses, et je me suis jamais privé, mais ça, tu vois, il y a jamais eu de truc de aller sortir en boîte et claquer des sommes astronomiques et tout, tu vois. Il y a pas du tout cette culture-là chez nous, tu vois. Si j'ai envie de me faire plaisir sur un voyage, sur un fringue ou autre, pourquoi pas, mais ça va très rarement dans l'excès, tu vois. Okay. Même encore aujourd'hui, tu vois, alors qu'il y a certains trucs que je pourrais me permettre, il y a des trucs où je me dis, ok, ça vaut quand même pas ça. Donc, il n'y a pas des trucs plus intelligents qu'on peut faire avec ça. Okay. Et généralement, des trucs, tu vois. Donc, il y a encore des trucs où tu pourrais te faire plaisir, tu vois, mais tu te dis, ouais, en vrai, avec ça, on peut quand même faire des trucs un peu plus intéressants. Tu peux peut-être monter ça, tu peux investir là-dedans et tout, tu vois. Donc, c'est aussi d'ailleurs un biais qu'il faut réussir à comprendre, parce que mine de rien, quand tu investis et quand tu es investisseur, le but in fine, c'est quand même aussi de pouvoir avoir cette liberté de te faire plaisir ou autre. Mais c'est vrai que des fois, mais comment ça t'est venu, matrixé et honnêtement je sais pas, je pense que c'est beaucoup une question d'éducation. Moi j'ai toujours vu mes parents travailler, être simple, etc. Et donc du coup je pense que ça se transmet un peu naturellement. Après il y a aussi une question de personnalité, tu vois. Et dans la crypto en plus c'est assez drôle, parce que t'as vraiment de tout. T'as des gens qui vont être hyper extravagant, et tu vas avoir des gens que si tu les vois physiquement, en fait ils payent pas de mine, et en fait c'est des gens qui pèsent des fortunes astronomiques, et qui en fait, comme ils sont totalement immatériels dans leur approche, en fait acheter une paire de chaussures, acheter une bagnole, ils n'ont rien à faire, quoi. Eux, ce qui les intéresse, c'est faire ça. Et puis après, quand tu travailles beaucoup aussi, tu es aussi mine de rien, je pense que ça c'est aussi quelque chose qui nous tu vois, aidé, le fait d'être focalisé en permanence sur le travail, sur le développement d'entreprise. Ça t'évite aussi de faire un peu des conneries que tu pourrais faire, surtout quand tu es jeune, parce que forcément quand tu commences à gagner un peu d'argent, quand tu es jeune, c'est un peu là où tu peux faire les conneries, où en plus tu maîtrises pas forcément les impacts que ça peut avoir. Donc là-dessus, nous, le fait d'être toujours en train de bosser, du coup tu fais peut-être un peu plus attention, et t'es concentré ailleurs, quoi. C'est quoi la plus grosse folie que tu as fait? En fois où tu t'es dit, là, j'ai envie de me faire un petit kiff, là. Non, mais il n'y a jamais eu de folie énorme, tu vois. Genre, là, tu vois, je me suis acheté une assez grosse voiture, mais on n'est pas non plus dans des trucs qui sont énormes. Mais après, moi, le truc, c'est de me dire, s'il y a quelque chose que j'ai envie de faire, je le fais, tu vois. En fait, ça s'arrête là, que ce soit cher ou pas cher. Mais j'ai pas fait encore de dinguerie énorme. Peut-être ça sera dans une montre ou... Ouais, j'en ai acheté quelques-unes, tu vois, mais j'ai jamais mis 20 000 balles dans une montre, tu vois. Okay. Pas encore, tu vois. Pas encore, mais bientôt. Mais psychologiquement, je me dis, ouais, tu vois, ça me fait encore de me dire, on peut faire mieux avec ça. En fait, tu réfléchis de façon un peu logique à un moment donné, où tu te dis, voilà, est-ce que je mets 20 000 sur une montre qui va être dans le patrimoine, ou peut-être pour le plaisir, ou est-ce que je l'ai fait travailler pour en faire 40 000 et peut-être que je l'achèterai à... Il y a toujours un peu de ça. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, du coup, au final, tu fais rien du tout, parce que tu t'arrêtes jamais. Tu peux toujours le reprolonger, quoi. Mais ouais, donc des fois, je me force, tu vois, mais des fois, je me dis, ok, on peut sortir un petit peu, on peut faire ci et cela. Les moments où je me fais plaisir, si en vacances et tout, tu vois, en vacances, je fais en sorte de ne pas regarder combien ça va coûter, en sachant que l'idée, c'est toujours pareil. Je veux dire, on n'est pas un groupe de potes non plus, des gens comme moi, où on va pas flamber, on va pas faire n'importe quoi, tu vois. Mais si on va en vacances et qu'on veut aller à un resto, même si c'est un resto cool et tout, on regarde pas l'addition, on veut faire une sortie, on regarde pas le truc et tout. Donc là, tu peux te permettre ça. Et en vrai, juste ça, en termes de confort psychologique, c'est quand même déjà incroyable. Hein. C'est une liberté financière excellente. Ouais, non, clairement. C'est comme faire tes courses sans regarder
le prix, les marques. En fait, exactement, tu vois, ça c'est des trucs où on a eu de la chance et que ça s'est présenté assez tôt, tu vois, et forcément, alors tu as toujours le biais, la complexité des gens comme nous, c'est que comme une grosse partie du patrimoine est en crypto, tu as toujours l'événement fiscal. On est beaucoup dans la crypto d'ailleurs à être comme ça, où en fait on a des comptes en banque qui sont vides et des comptes crypto et en fait si tu regardes juste mon compte en banque, le gars il gagne pas beaucoup d'argent finalement, tu vois, et en fait parce que du coup forcément c'est aussi plus tu dépenses aussi du coup différemment quand c'est comme ça, quoi. Bien sûr. Est-ce que ça t'aide à faire la balance un petit peu justement, à te maîtriser aussi inconsciemment, parce que quand tu dépenses, tu regardes ton compte bancaire, tu te dis ok bon je me gère un peu. Ouais, je pense que ça joue. Je pense que ça joue forcément indirectement. Ouais. Je mesure pas dans quelle proportion, mais ça joue forcément un petit peu. Trop bien. Pour Meria aussi, c'est quoi un peu l'horizon? Comment tu vois le développement de la boîte sur ces prochaines années? Est-ce que c'est quoi le but final, en fait, l'objectif final avec la société? En fait, il y a plein de possibilités. Justement, là, on est vraiment un espèce de carrefour où il y a plusieurs directions qui sont possibles parce que le marché est en train de se consolider, parce qu'il y a toute cette dimension institutionnalisation qui est en train d'arriver, il y a la réglementation qui est en train d'arriver. On commence aussi à aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est techno, dans la finance centralisée, etc. Donc, il y a plusieurs directions qui sont possibles. On en explore plusieurs. Je ne sais pas quand on va sortir l'épisode, donc il y a des choses que pour l'instant on ne peut pas dire. Dans les choses qu'on peut dire, parce que ce n'est pas un secret, ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, on a un nouveau produit qui va sortir à la fin de l'année, totalement décentralisé, qui va exister en parallèle finalement de la plateforme, et nous on tient à ce positionnement tech, et avec cette conviction qu'il y a une opportunité de faire le pont entre justement les nouveaux arrivants et les applications un petit peu plus complexes, en essayant de casser un peu cette idée d'opposition qu'il peut y avoir aujourd'hui entre la centralisation et la décentralisation, en disant il y en a un qui est mieux que l'autre, tu vois, faut pas avoir tous tes argent sur un exchange, faut pas avoir tous tes argent. En fait, il y en a pas un qui est mieux ou moins bien que l'autre, il y en a un qui est plus ou moins adapté à toi en fonction 100%. de où t'en es, de ce que tu veux faire. Et nous, l'idée, c'est de pouvoir rester totalement agnostique dans toute l'expérience de l'utilisateur, c'est-à-dire que quand il va entrer, tu peux pas recommander à un nouvel entrant d'être full DeFi, c'est débile, il va faire des conneries, donc il vaut mieux qu'il commence sur une plateforme avec une interface simplifiée, il commence à se faire un petit peu la main, il va monter en compétences, et l'idée c'est que quand il est monté en compétences et qu'il a envie de sortir, quand il est prêt à sortir, que tu puisses lui proposer des solutions dans un environnement qui est différent, et du coup tu restes vraiment très objectif sur ce qui est bon pour lui, parce qu'en tant que plateforme centralisée, tu as toujours un biais, parce que s'il sort, tu gagnes plus rien en fait. Donc tu te dis putain, je l'ai fait venir, je l'ai éduqué, il monte en volume, et quand il devient intéressant, il s'en va, et c'est frustrant. Et donc c'est un peu frustrant, surtout quand tu es convaincu par la tech et que tu as envie d'accompagner les gens pour qu'ils deviennent plus autonomes et qu'ils s'apprennent un peu mieux. Tu te retrouves un truc un peu paradoxal, où tu as d'un côté envie qu'il progresse pour l'adoption, et d'un autre côté, t'as envie qu'il reste parce qu'il faut que la boîte elle tourne, Bien tu sûr, vois. c'est normal. Et donc du coup voilà, il y a cette idée de comment on fait pour pouvoir accompagner l'utilisateur encore derrière. Donc ça on le fait déjà aujourd'hui, parce qu'en réalité comme nos validateurs sont disponibles on-chain, tu peux rentrer par nos services directement à travers tes wallets, mais c'est de pousser un peu plus cette idée-là, en sachant qu'en fait c'est une boucle perpétuelle, parce que quand tu es aussi à un moment donné dans l'univers décentralisé, si à un moment donné tu veux rebasculer sur un circuit traditionnel, si tu veux cash out ou autre, tu es obligé de repasser par des établissements qui sont régulés. Donc en fait l'idée c'est d'accompagner cette boucle avec l'expérience qui soit la plus fluide possible. C'est pas évident, parce qu'en fonction de à qui tu t'adresses, tu as forcément une expérience utilisateur et des codes qui vont être un peu différents. Donc la formule parfaite, elle n'a pas encore été trouvée, mais en gros, c'est dans cette direction aujourd'hui qu'on travaille. Pourquoi ne pas avoir fait un DEX ou développer un DEX, par exemple? Alors un DEX, c'est encore une techno, différente, et ça implique des choses différentes. Donc c'est pas forcément la direction. Sur le côté régulation qui est plus compliqué, ou sur le côté technique ou... sur la régulation, pour l'instant, si tu fais un DEX, tu es un peu hors champ, parce qu'aujourd'hui la DeFi est hors champ de Mika. Ça ne durera pas éternellement, mais aujourd'hui c'est le cas. En fait, à partir du moment où tu touches pas à ce qu'on appelle le custody, donc à la conservation des fonds pour le compte de l'utilisateur, globalement tu
tu as un peu plus de latitude. Donc ça aurait pu, le DEX, c'est pas forcément notre ADN, surtout que nous, encore une fois, on n'est pas orienté trading, on n'est pas orienté sur ce genre de choses. Donc, c'est pas pour le côté trading, c'est plutôt pour avoir en fait un peu un Meria décentralisé, si tu veux, qui permet d'accompagner, comme tu as dit, cette transition. C'est un peu l'idée de ce qui va sortir en fin d'année, tu vois. Okay. Donc ce sera un environnement décentralisé qui sera agnostique, qui sera cross-chain, qui sera cross-écosystème. Okay. Qui sera orienté autour de notre cœur de métier, qui est quand même, nous, notre cœur de métier, ça reste le stacking. Donc, ce sera orienté autour du stacking et plus généralement autour du yield, okay. Avec des solutions DeFi qui seront agrégées, qui seront connectées ou autres. Donc, ça va tourner autour de ça. Trop bien. Ah bon, on s'approche de quelque chose de joli alors. Franchement, ça devrait, si on arrive à le mettre sur le marché exactement comme on l'imagine, ça, franchement, c'est un produit. Et du coup, c'est aussi ça qui est intéressant chez nous, c'est que le fait d'être proche de la tech, d'avoir beaucoup de gens en interne nous, qui bidouillent, qui sont vraiment des crypto boys à fond, tu vois. Ouais. On a cette culture de se dire on doit construire des offres, des produits, une expérience qui est celle qu'on va utiliser. Bien sûr. À partir du moment où on ne l'utilise pas, et c'est d'ailleurs une des problématiques qu'on a eu à un moment donné sur Meria, c'était que avec la régulation, on s'est retrouvé à un moment donné dans un creux où Meria était devenu trop complexe pour les débutants en termes d'expérience utilisateur, en termes de produits, c'était pas clair, etc. Et en même temps, qui était plus assez abouti pour des utilisateurs plus avertis. C'était sur un entre-deux. On était sur un entre-deux qui était un peu bancal. Donc c'est de là qu'a commencé à naître, parce que du coup, on a à ce moment-là, tu vois, une période qui a duré quelques mois où on a perdu un peu de traction et de croissance, et on s'est dit, ok, il faut qu'on repense, il faut qu'on réfléchisse le truc différemment. Mais d'ailleurs, en fait, c'est vrai, regarde, moi, j'utilise moins aujourd'hui la plateforme que je pouvais l'utiliser à un moment donné, et donc on a retravaillé sur ça pour améliorer le produit, mais c'est un travail qui est continu, ça, de toute manière. Et comme on est sur un écosystème qui évolue en plus à grande vitesse, les comportements des utilisateurs évoluent aussi, donc il faut réussir à s'adapter à ça. C'est un marché qui est très très compliqué à anticiper, justement. Comment vous faites à chaque fois pour pivoter assez facilement et rapidement, surtout dans un marché aussi quand ça va être baissier? Est-ce que tu penses déjà qu'on va subir un marché baissier comme on a subi avant? Est-ce que tu penses que ce marché baissier qu'on subissait avant, bon, alors peut-être qu'on se serait parlé il y a 2 jours avant l'événement d'hier soir, tu m'aurais peut-être dit autre chose. Mais c'est vrai que c'était une grosse piqûre de rappel. Mais est-ce que, tu sais, un marché en baisse, tu fais partie d'un écosystème où d'autres entrepreneurs travaillent dans des écosystèmes un peu plus différents, où ils n'ont pas ces hauts, ces baisses aussi spectaculaires, et on n'est pas impacté par de la même manière. Toi, aujourd'hui, avec la société, est-ce que vous pivotez assez facilement? Comment vous faites pour prendre des décisions? Si demain il y a un marché baissier, tu sais, tu m'as parlé aussi des profils que vous gérez, prudents, stratégistes, qui sont de plus en plus... tu as le prudent, tu as le plus risqué, etc. C'est très compliqué à gérer. Comment tu fais, en fait? Alors, du coup, pour essayer de répondre dans l'ordre... Déjà, donc pour commencer sur la partie pivot, on est sur un écosystème, comme il évolue très vite, c'est une nécessité d'être en mesure de pivoter. Tu vois, quand on a commencé le stacking, ça existait à peine. Quand on a commencé les stablecoins, ça existait à peine. Quand on a commencé la tokenisation, le mot n'existait même pas. Donc il y a quelque chose il y a des choses qui émergent au fur et à mesure, qui impliquent forcément d'évoluer, de pivoter, d'être agile. Ce qui devient forcément de plus en plus compliqué. Plus tu grandis, moins tu es forcément agile, et plus la réglementation est structurée, plus c'est aussi compliqué d'aller sur tout ce qui est nouvelle tendance, nouvelle narrative. Donc c'est toujours une balance qui est compliquée à trouver. Typiquement, quand on a commencé vraiment à se structurer, à évoluer, une des erreurs qu'on a faites à un moment donné, c'était justement de se dire il faut qu'on recrute des gens qui sont hors de notre écosystème, qui ne sont pas des gens qui sont de la crypto, parce qu'ils vont nous amener une structuration différente, qui vont nous permettre de passer à l'échelle d'après. Ça paraissait logique, tu vois, sur le moment, tu vois, parce que aussi, en plus, pour te dire, du coup, en fait, ils vont être décorrélés du marché crypto, donc ils n'auront pas les mêmes biais que nous et tout. En fait, il s'avère que mauvaise idée, tu vois. Et aujourd'hui, si je dois donner une recommandation à des gens qui sont, il faut des gens qui ont une appétence crypto, parce que c'est ça qui te permet de faire la différence, c'est ça qui te permet d'être à jour, et c'est ça qui te permet de comprendre réellement ce que tu fais. Et peu importe le métier, que ce soit sur des métiers conformité légale, que ce
ce soit sur des métiers marketing, que ce soit sur des métiers tech, si tu n'as pas quelqu'un qui a en perso une appétence forte à la blockchain, qui ne met pas les mains dedans, il va pas forcément être meilleur. Si tu as un mec qui s'occupe du produit et que lui-même il n'utilise pas des produits crypto tous les jours, il va forcément pas avoir les codes pour penser un bon produit pour demain, même s'il est excellent dans son domaine, tu vois. Donc, faut qu'il y ait cette petite passion, cette fibre en plus, quoi. Et donc ça, forcément, ça aide à pivoter plus facilement, parce que plus tu as ça, plus tu vois en amont les nouvelles tendances. En fait, tu les vois sur des discussions d'open space, tu vois, tu les vois sur ce que les mecs ils utilisent en permanence, que toi tu utilises en permanence, et tu te dis ok, il se passe un truc dans cette direction-là, ça va à un moment donné, ça va plaire aux gens, ça va venir, et donc tu commences à regarder est-ce que c'est cohérent de l'intégrer ou pas à ce qu'on fait. Des fois il y a des trucs intéressants mais qui sont pas compatibles avec ce qu'on fait en termes d'ADN, en termes de messages ou autre aussi, parce que peut-être que ça va trop complexifier l'expérience et que les utilisateurs vont pas comprendre, donc peut-être on va pas dans cette direction, mais peut-être c'est pertinent de regarder. Donc ça c'est le premier point. Et l'autre point, c'est sur le marché, à quel point tu te prémunis des éventuelles baisses ou autres, à quel point le marché va rester cyclique comme il a pu l'être. Je pense qu'on est arrivé à un point de bascule un peu différent. Je suis partisan de ceux qui disent que les cycles n'auront plus jamais la même forme que ce qu'ils ont eu dans le passé. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est aujourd'hui, moi, l'idée que je défends, c'est celle-ci. On n'aura plus de baisse aussi violente, on n'aura plus de hausse aussi violente. Par contre, on n'aura plus de marché globalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des narratives, des effets de marché sur certains assets qui vont partir tout seuls pour X ou Y raison. Naturellement, quand Bitcoin part, il prend tout le monde avec lui, mais justement, quand Bitcoin part, en fait, il ne prend pas tout le monde avec lui. Il y en a certains qui ne partent pas, et on va avoir de plus en plus cette segmentation. De cette manière, on va aussi avoir des altcoins, parfois même qui sont des gros altcoins, qui vont se faire éclater beaucoup plus que d'autres, et c'est un peu ce qu'on a vu sur la nuit dernière. En fait, quand tu regardes, oui, le marché dans son intégrité a pris une claque, sauf qu'il y en a qui ont pris 80%, il y en a qui ont pris que 20% ou 30%, entre guillemets. Et surtout, il y en a qui ont rebondi très vite, il y en a qui n'ont pas bien rebondi. Donc, je pense qu'on a ce truc-là qui arrive sur le marché qui est un petit peu différent, où on aura moins une généralité sur l'ensemble du marché. En tout cas, on aura un marché à plusieurs vitesses. Je suis assez convaincu qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Il y a aujourd'hui trop de crypto, donc il y en a forcément qui vont mourir. Il y en a beaucoup qui sont là par opportunistes. Il y en a beaucoup qui sont encore là parce que ce sont des actifs historiques, et donc pour certains, ils ont plutôt bien géré la partie financière, et donc ils ont des trésoreries qui sont énormes, mais ils n'innovent plus du tout, et donc ils seront encore là quelques temps, mais tu sais pas pour combien de temps. Mais pour l'instant, ils ont de quoi faire tourner la boîte. Des boîtes qui sont dans le top, des cryptos qui sont dans le top 50 aujourd'hui, qui sont là depuis des années, qui ont des trésoreries qui se comptent en centaines de millions. Et elles dépensent pas forcément énormément, et même si elles dépensent énormément, je veux dire, si tu as 500 millions de trésors et que tu dépenses 20 millions par an, tu peux vivre quelques années, tu vois, même si tu n'as plus de revenus. Donc tu as aussi ce phénomène-là qui font que tu as des acteurs historiques qui sont encore là et qui vont rester encore là quelques années sans apporter grand-chose au marché. Et puis de temps en temps, tu as des nouveaux joueurs émergents qui arrivent sur des nouvelles narratives, hyper liquides, Aster récemment, qui en très peu de temps cassent tout. Marché, Combien de temps ça va durer, difficile à dire. Il y en a certains qui arrivent, tu vois, en fin d'année dernière, on disait que la nouvelle narrative, ce serait les agents IA et tout. C'était arrivé aussi vite, on n'a pas le temps de faire la phrase que c'est déjà reparti, tu vois. Donc il y a aussi des phénomènes un peu de tendance qu'il ne faut pas non plus blâmer, parce que c'est ça qui amène de la liquidité au marché, c'est ça qui amène de l'intérêt au marché, c'est ça qui font qu'on a des nouveaux entrants qui arrivent pour cette spéculation, pour cet appât du gain, et puis qui derrière en fait vont rester au fur et à mesure, parce qu'au final au début tu rentres pour cet appât du gain, puis après ça te donne envie de creuser un petit peu plus, et puis après tu au fur et à mesure tu as des gens qui restent un peu plus engagés. Donc c'est ça qui amène aussi des talents et de la liquidité sur le marché. Donc on a besoin aussi de ces phénomènes éphémères, en espérant que ils fassent pas trop de mal, parce que plus ils font de mal, plus forcément on met du temps à construire. Mais voilà, mais en ça, je pense que le marché est différent. Toute la partie institutionnalisation, toute la partie réglementaire aussi amène des règles du jeu qui sont un petit peu différentes. Mais voilà, mais faut pas oublier que en termes d'adoption, même si de plus en plus de gens s'intéressent aux cryptos et cette courbe elle ne fait que croître,
en réalité, faites l'exercice chez vous, vous demandez un peu aux gens autour de vous et vous testez un peu l'appétence des cryptos. On a l'impression, nous, tout le temps que ça progresse parce qu'on est entouré de gens qui sont dans cet écosystème-là. Mais en fait, si tu sors un petit peu, et là, la meilleure expérience, ça va être, on va arriver sur la fin de l'année, au repas de Noël, tu regardes un petit peu autour et les gens ne savent pas en fait ce que c'est et ne comprennent toujours pas bien. Donc en fait, ça montre qu'il y a encore énormément à aller chercher. Il y a aussi un renouvellement générationnel où généralement, par contre, la jeune génération capte beaucoup plus vite ce qui est en train de se capter parce qu'elle vient avec des biais en moins par rapport à la génération de nos parents. Donc il y a ce changement-là qui fera toujours que ça prendra naturellement un petit peu de temps, mais on y vient tout doucement. Si on doit choisir 5 cryptos aujourd'hui à mettre dans son portefeuille, 5, lesquels Thibaut choisirait? Non, mais naturellement du Bitcoin en grande majorité. Aujourd'hui, vraiment, si je me projette, on va dire à 10 ans, la seule sur laquelle je mets entre guillemets ma main à couper, c'est Bitcoin, tu vois. Sur le reste, j'ai beaucoup moins de certitude sur la capacité à durer dans le temps pour plein de raisons, parce que on a la techno qui évolue aussi extrêmement vite et la techno a beau évoluer, Bitcoin a une proposition de valeur qui fait qu'il est quand même taillé pour durer dans le temps. Là où on a d'autres players pour lesquels ce sera beaucoup plus compliqué. Après, si on est obligé d'en mettre 5, forcément, je pense qu'on met Ether dans le lot. Je te coupe sur Ether. Tu vois l'évolution d'Ether de quelle manière? Parce qu'on a l'impression quand même que c'est assez particulier, surtout ces 2 dernières années. Moi, Déception, des fois on a des semblants que ça repart, des fois on est déçu. Maintenant, on se focus beaucoup sur le côté spéculatif, mais si on parle aussi du côté technique, toi qui es plus dedans, qui regarde de plus près, est-ce que tu as l'impression que ça évolue quand même bien? En fait, c'est ça tout le paradoxe d'Ether, c'est que si on regarde leur roadmap technique, elle est plutôt assez bien respectée. Ils sont plutôt dans les temps, c'est plutôt bien exécuté, ils ont leur vision. Et la chose qu'ils font peut-être pas bien, c'est qu'ils restent figés à ça et ils ne font pas de détour sur des narratives émergentes et plus ou moins éphémères qui pourraient leur apporter un peu plus de hype. Ça, c'est pas dans leur philosophie, tu vois. À l'inverse d'autres écosystèmes comme Solana, par exemple, qui fait très bien ça. C'est pas mieux ou moins bien, c'est deux stratégies différentes et ce qui fait que d'ailleurs les deux arrivent à coexister plutôt bien. Donc moi, ça c'est le truc que j'aime bien sur Ether, c'est qu'ils sont droits dans leur ligne et dans leur cap. Ils y vont, peut-être ils se plantent, mais en tout cas ils vont sur ce cap là et donc forcément du coup il y a certains moments où ils bénéficient pas d'une hype qui pourrait être sur certaines narratives, mais en attendant ça reste l'architecture qui est privilégiée par toute la dimension institutionnelle qui est en train d'arriver. Après il y a aussi des débats sur est-ce que si l'infrastructure Ethereum est pertinente, est-ce que l'asset Ether est pertinent. Il y a des débats aussi intéressants sur le sujet qui rentrent dans des choses beaucoup plus complexes et parfois philosophiques. Mais forcément, sur un horizon à court moyen terme, je pense qu'il continuera à exister. Je pense que Solana, pour ce qu'on vient d'évoquer aussi, continuera d'exister parce qu'il a cette capacité à s'adapter un peu plus aux tendances et à être agile. Je pense qu'un asset comme BNB aussi continuera de durer tant que Binance est debout. Et aujourd'hui, peu importe ce qu'on pense de Binance et de leur approche réglementaire en termes de business, c'est le seul exchange aujourd'hui qui a été capable de poser une position de leader ou en tout cas d'être sur le podium sur tous les continents. Aujourd'hui, tous les exchanges sont forts localement. Coinbase est très fort aux US, OKX est très fort en Asie. Tu vois, on a vraiment certains exchanges qui sont très forts sur la qualité. Binance, c'est vraiment le seul qui a réussi à avoir une rayonnance internationale et d'être surtout dans les hauts du marché sur tous les continents. Pour cette raison-là, je pense qu'ils vont durer encore longtemps. Qui plus est avec aujourd'hui la force qu'ils ont sur le BNB, avec toute la notoriété, toute la puissance financière qu'il y a derrière CZ. Donc je pense que ça continuera d'exister encore quelques temps. Et je mettrais bien Doge quand même
parce que pour moi, Doge incarne quand même cette culture du mème, cette culture d'Internet qui est propre à la crypto. Il y a beaucoup de OG de Bitcoin qui sont de fervents défenseurs de Doge et qui, je pense, feront en sorte qu'il existe. Ce qui est compliqué, c'est le modèle économique quand même, où il y a quand même de plus en plus de Doge en circulation, et donc forcément, naturellement, ça peut écraser un petit peu son prix, mais je pense qu'il a vocation à rester dans le temps. Et tu vois, typiquement, moi, s'il y a quelques temps, on m'aurait demandé de prendre un bet sur les prochains ETF, moi, je pensais que Doge arriverait plus tôt dans la discussion que XRP ou que Solana, parce que justement, il a une proposition de valeur qui est différente. Et aujourd'hui, on n'a pas trop d'assets qui représentent cette culture d'Internet. Et on sait que cette culture-là peut, tu vois, ce qu'il y avait eu sur GameStop à l'époque ou quoi, on sait qu'il y a une communauté quand même très très forte derrière cette idéologie-là. Donc je pensais que Doge arriverait un peu plus à tirer son épingle du jeu à ce niveau-là. Mais voilà, donc du coup je le mettrai quand même dans la liste pour être un peu plus exotique, on va dire. Incroyable, trop bien. Et je partage quand même pas mal de positions. Après, j'ai pas pris beaucoup de risques. Globalement, on est quand même resté sur des très grosses capitalisations. Mais après, par contre, tu vois, ce qui est intéressant et qui sont pas directement des cryptos, mais tu vois, pour moi aujourd'hui, avoir par exemple des actions Coinbase dans son portefeuille, je trouve que c'est intéressant. Si Coinbase continue son développement de cette manière-là, il y a des chances que l'action sur du long terme soit beaucoup plus valorisée que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Si on imagine que demain il va y avoir tout aussi un développement autour des assets tokenisés, il y a peut-être des choses intéressantes aussi qu'on pourra faire dans cette direction-là. Donc il y a encore plein de choses qu'on peut expérimenter, et donc c'est pour ça que c'est difficile d'en choisir X, surtout sur une durée de temps. Bien sûr. Et si toi aujourd'hui quelqu'un en face de toi tu vois, veut démarrer l'investissement, il fait 2 000 € par mois, tu vois, quelque chose assez, on va dire à peu près classique, c'est la médiane, qu'est-ce que tu lui recommandes de faire au début? Moi aujourd'hui, là j'ai quelqu'un qui sonne à ta porte, quoi. Il arrive, il te dit Thibaut, qu'est-ce que je fais? Ce qu'on disait en préambule, déjà forcément ça dépend du profil, et en fonction du profil tu auras toujours un discours qui peut être un peu différent, mais c'est très bien que tu relèves ça, parce que très peu de gens le relèvent, hein. Le profil de la personne fait toute la différence sur la façon d'aborder si c'est quelqu'un la chose, qui me dit écoute, moi je vais faire ça, mais je vais passer aussi 2 heures par jour sur les cryptos, quelqu'un me dit moi je vais juste faire ça mais je vais pas regarder et je regarderai que dans 5 ans, tu vas pas lui recommander la même chose, tu 100%. vois. Celui où c'est vraiment pour du long terme, il va pas toucher, pour moi reste sur majoritairement du Bitcoin, peut-être un petit peu de tu prends une petite poche, tu prends peut-être 20-30% du portefeuille et tu mets un peu d'autres altcoins pour regarder, et tu changes peut-être même de temps en temps, tu vois. Ce mois-ci tu mets un peu de Solana, un peu d'Ether, le mois d'après tu mettras un petit peu d'autres choses. Et voilà, et tu fais le point tous les X mois, mais tu n'as pas besoin de regarder tous les jours. Tu regardes vraiment sur du long terme, tu vas lisser ton prix d'achat, c'est très bien. Si tu me dis, moi je vais avoir du temps à consacrer, moi je te dirais, ok, tu mets pourquoi pas la moitié, voire un peu plus sur du Bitcoin, peut-être un petit peu sur Ether, et surtout tu gardes une poche pour aller bidouiller, pour aller t'amuser, tu vois. Alors une poche qui reste raisonnable en fonction de ton aversion au risque. Tu peux ajuster plus ou moins le curseur, tu peux peut-être garder 20%, garder 40%, mais tu prends un équilibre là pour pouvoir aller jouer, pour pouvoir aller te tester, en acceptant que peut-être tu vas faire des erreurs aussi avec cette partie là, donc peut-être que tu vas perdre. Si tu arrives à faire des profits, t'entraîner aussi entre guillemets à apprendre à sécuriser, à jouer, donc à remettre une partie peut-être en stablecoin et aller chercher justement des stratégies de yield sur les stablecoins, ou peut-être en profiter pour essayer d'accumuler plus de Bitcoin. Tu vois, il y a aussi une grosse narrative sur l'idée d'accumuler plus de Bitcoin dans le temps. Donc c'est globalement les deux profils types qu'on pourrait dessiner. Trop bien. Toi aujourd'hui, tu recommandes que de la crypto, j'ai l'impression, ou est-ce que tu dirais à quelqu'un aussi d'aller s'aventurer, tu vas pas être Coinbase, mais est-ce que tu investis toi à titre personnel sur je sais pas, des ETF, un peu de bourse ou pas du tout? Est-ce que tu as des convictions dans d'autres... Moi, je suis majoritairement, globalement, sur de la crypto aujourd'hui parce que c'est ce que je maîtrise. Ouais. Je suis plus ou moins légitime pour recommander ou en tout cas répondre à des questions sur de la crypto. Je le suis beaucoup moins sur d'autres classes d'actifs. Après, voilà, moi, ce que je fais à titre perso, j'essaye de faire des trucs, tu vois, si on peut aller... Moi,
j'aime bien investir dans des boîtes, tu vois. Donc, faire des petites prises de participation à droite à gauche dans des projets. Des private equity. Ouais, alors pas en private equity, mais tu vois, plus sur des prises de participation dans des startups ou des choses comme ça, tu vois, en tant que BA, à une échelle modeste qui est la mienne, parce que c'est un type d'investissement qui me parle et qui me plaît, tu vois. Donc je fais un peu de ça. J'ai forcément un petit peu d'immobilier, mais pas grand-chose à la taille de Patrimoine. J'ai un petit peu d'or. On m'avait dit d'acheter de l'argent, je ne l'ai pas fait malheureusement. Tu as vu l'évolution de l'argent Ouais. En plus, on me l'avait dit il y a un peu plus d'un an, le président d'une grande banque privée qui m'avait dit... qui m'avait fait tout un pitch pendant 2 heures sur l'argent, et je suis sorti, j'ai appelé, je dis il faut qu'on achète de l'argent. Je l'ai pas fait. Et on t'a dit non, attends, il y a autre chose. Non, peut-être même il l'a fait, je sais pas, mais peut-être qu'il l'a fait, mais en tout cas moi je l'ai pas fait. C'est dommage. Dommage, mais voilà, donc un petit peu de ça, mais ouais, sinon je m'aventure pas beaucoup dans des choses trop exotiques, comme je sais que j'aurais pas forcément le temps d'y consacrer beaucoup, et la réalité c'est que il y a tellement d'opportunités dans la crypto que en fait pour nous qui sommes acteurs de cet écosystème là, il y a tellement de leverage qu'on peut aller chercher ici que parfois c'est tu vois, même j'ai envie de te dire, ça peut être dans certains cas pour nous débile d'aller acheter un appart alors que tu peux faire des trucs beaucoup plus intéressants dans la crypto. Après, ça dépend de là où tu en es dans ta vie, tu vois. Et il y a des trucs sur lesquels où tu raisonnes moins comme un investissement, mais tu vois, typiquement, on parlait de montres, on parlait de trucs. Si tu aimes bien les montres, effectivement, c'est pas débile de t'acheter une belle montre, mais il faut acheter quelque chose qui te plaît. Je suis moins partisan d'acheter quelque chose pour le mettre dans un coffre et le laisser, tu vois. Mais une belle montre, une belle voiture de collection ou une belle maison qui t'a la payer peut-être même un peu plus au-dessus du marché, mais parce que si demain faut pas voir tout comme un investissement. Si demain c'est ce qui fait que tu vas être bien dans ta vie, que tu vas pouvoir vivre correctement, etc., c'est ça qui va te permettre aussi d'être peut-être plus efficace dans ton business. Donc il faut être capable aussi de faire des choses comme ça et pas raisonner toujours en mode chercher vraiment le bon alpha, le bon prix, le bon truc et tout. Faut pas faire des trucs débiles, mais il faut trouver le bon équilibre. C'est quoi ton objectif final là où tu te poses le mic et tu pars t'installer à tout jamais quelque part dans une île ou je ne sais où. C'est difficile à dire. Alors déjà, il n'y a pas forcément de plan de vivre sur... Tu te mets des targets quand même quand tu avances en tant qu'entrepreneur, même investisseur en général. En tout cas, moi, à titre personnel, je me mets toujours des targets un petit peu pour... me driver pour aussi ça ajuste certaines positions, certaines choses. Il y a forcément nous déjà on s'était mis un truc en place, alors plus ou moins qui n'est pas défini exactement comme ça, mais tu vois, c'était de faire des points régulièrement, donc tous les 2-3 ans, pour s'assurer qu'entre nous, tu vois, on était toujours alignés dans la même direction. Et on se pose là, est-ce qu'on est encore prêt à jouer avec autant d'énergie sur les 2-3 premières années? Oui, non, ok, on y va, tu vois. Donc on a eu des vraies discussions comme ça. Forcément, on avance aussi dans la vie, donc à un moment donné il y a aussi d'autres choses qui se profilent, tu vois, une vie de famille et tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est des choses qu'on a accepté plus ou moins de laisser de côté, ou en tout cas de faire passer au second plan, et puis qui demain j'ai envie aussi que ça fasse partie de ma vie. J'approche aussi tout doucement la barrière fatidique des 30 ans, qui est aussi symboliquement quelque chose. Donc il n'y a pas de... Tu as quel âge toi? T'as 28 ans? J'ai 29. Ouais. On est pareil. Donc il y a forcément des... c'est pas tant sur un âge, tu vois, ou sur une durée précise, mais c'est plutôt de se dire, ok, il y a un moment donné où j'aimerais bien aussi avoir ça, et tu sais que ça doit rentrer dans une échelle de temps qui est plus ou moins lointaine en fonction de où t'en es, tu vois. Donc, mais après, s'arrêter, je pense que quand tu as été piqué par ça, c'est compliqué. Après, ce rythme-là éternellement, évidemment que peut-être pas, parce qu'à un moment donné, je pense que c'est aussi important de voir autre chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça me plaît, et surtout au-delà que ça me plaît, je suis encore assez convaincu qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc on va continuer pour l'instant. Trop bien. Et du coup, une question aussi que beaucoup se posent, qu'on me pose énormément, on a l'impression que c'est un truc de fou, mais est-ce que tu vis réellement tes investissements? Est-ce qu'on peut vivre vraiment de ces investissements, et plus particulièrement la crypto? Ouais, alors du coup, c'est un peu la discussion qu'on avait en préambule de l'interview. C'est possible. La réalité, c'est que déjà, il y a aussi beaucoup de mythes autour de ça, mais moi, la majorité de mon temps, je le passe à travailler. Donc, en fait, forcément,
quand tu travailles, tu dépenses pas d'argent. Donc du logique. coup, j'ai pas un rythme de vie, Soutenu, ouais. de dingue, tu vois. Ouais. J'ai pas besoin de 15 000 euros par mois pour vivre. Je vais pas manger dans un restaurant étoilé tous les soirs, etc. Donc en fait, à partir de là, déjà, c'est quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Après, on accepte de temps en temps de faire des pauses. Donc là, l'idée, c'est plus de pouvoir se faire plaisir quand on part un coup en vacances, un coup en week-end et qu'on accepte de décrocher un peu, de pouvoir profiter de ça. Donc oui, on peut totalement vivre de ces investissements. Aujourd'hui, moi, ça me permet de faire justement toutes ces choses en plus. Je me verse un salaire qui me permet de gérer mon train de vie quotidien qui est tout à fait normal. Et derrière, pour tout le plus, je vais utiliser mes investissements pour financer tout, entre guillemets, ces plaisirs un peu plus perso. Après, ça, c'est question vraiment de personnalité. Il y en a qui ont des rythmes de vie. Je connais des gens qui ont des rythmes de vie qui sont beaucoup plus costauds, qu'il faut assumer. Mais après, ouais, je pense que tu l'adaptes forcément par rapport à ce que tu gagnes. La réalité, c'est que la majorité des gens qui gagnent beaucoup d'argent sont généralement des gens qui travaillent quand même beaucoup et qui passent beaucoup de temps sur le boulot. Exact. Donc, on a l'impression qui dépensent énormément. C'est très, en fait, c'est sur des périodes. En fait, c'est voilà, exactement. C'est qu'ils vont surtout se faire très plaisir à certains moments. Et donc, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, sur une soirée, sur un resto, sur un achat, ils vont peut-être faire une folie, mais parce que c'est aussi le moment où ils décrochent après. Peut-être ils ont fait pendant 15 jours, ils sont restés au bureau, ils n'ont pas bougé. Et donc, en fait, le soir-là, ils invitent leurs potes au resto. L'addition, c'est 1500, mais ils vont régler tout seul et ils sont contents de le faire. Et ça paraît indécent, mais en fait, si tu fais le ratio, toi, tu as été la semaine dernière 4 fois à boire des verres en ville avec tes potes et tout. Et donc, tu as proportionnellement, en fait, tu as dépensé plus sur par rapport à ce qu'eux, ils ont dépensé. Donc, il y a souvent cet amalgame qui est fait, mais moi en tout cas les gens que je connais qui ont vraiment beaucoup d'argent, c'est vraiment des gens qui passent la majorité de leur temps à travailler et qui du coup proportionnellement à ce qu'ils gagnent n'ont pas des trains de vie qui sont extraordinaires. Incroyable, trop bien, tu réponds parfaitement bien aux questions. Et je partage aussi ça. J'ai une dernière question à te poser. Allez, à part si tu as autre chose à nous partager aussi, peut-être quelque chose que tu as envie de partager, c'est quelle a été la décision la plus smart que tu as prise depuis que tu as commencé tout c'est clairement d'être resté, tu vois, au moment où j'avais le choix de partir aux US ou de rester dans la crypto, c'est d'être dans la crypto, ce qui au moment-là était en vrai une décision quand même assez difficile parce que tu sais, tu es jeune, donc à ce moment-là, j'ai 20 ans, 21 ans, enfin globalement dans ces ordres-là. Tu es vraiment dans le truc où aller vivre la vie universitaire américaine, qui plus est à Miami, parce que c'était une université à Miami que j'avais et tout, avec la bourse, oui, financier et tout, pour aller jouer au foot là-bas et tout, ça vendait quand même un peu du rêve, tu vois. Et donc renoncer à ça à ce moment-là, pour un truc qui est... Tu sens qu'il se passe un truc, mais la réalité, c'est qu'à ce moment-là, j'ai une compréhension de ce qu'est la crypto qui est quand même réduite. Il y a un écosystème qui est tout petit, tu vois, il y a très peu d'acteurs, il y a très peu de monde, et donc c'est quand même un assez gros bet, tu vois. Et au final, qui s'est avéré extrêmement profitable. Alors certainement que je suis passé à côté d'autres choses, mais que j'ai vécu des choses que j'aurais jamais pu vivre dans aucune autre vie. Donc certainement ça, la meilleure décision, je pense, de ma vie. Incroyable, trop bien. Thibaut, merci beaucoup pour tout ce partage. Merci à toi. C'était vraiment top de t'accueillir. Plaisir. Encore une fois, merci. On se retrouve très bientôt. Et pour tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner, aussi à liker et à partager ça aussi aux personnes qui aimeraient en savoir plus sur le monde de la crypto. On se retrouve très bientôt. Prochain épisode.